lui aussi, il pense que Nika n'existe pas. Mais moi, je suis sûr et certain qu'il existe, les gars. Ça voudrait tout simplement dire que, comme on l'a déjà dit sur la chaîne, les Tenryubito et Joy Boy viennent tous deux de. Enfin, le siècle oublié, tout ça là, tous les G, tout ça là, et ben c'est la même race et qui viennent du même endroit. Nucléaire. Signifie donc le rêve de libération du monde des guerres entre les peuples. Quand Vegapunk dit que le monde entier regorge d'énergie invisible, il a totalement raison. Les muons dont je vous parlais plus tôt représentent des particules présentes partout dans le monde et qui vous frappent en ce moment même tout en étant invisibles. Si Vegapunk pouvait récupérer toutes ces particules et atomes pour les convertir en énergie, plus personne ne serait dans le besoin et les guerres cesseraient immédiatement. Je trouve ça dingue, ce n'est qu'une théorie pour l'instant, mais ça me paraît si logique que je ne comprends pas comment j'ai pu considérer Mother Flame comme un pur objet de destruction alors que pendant tout ce temps, il s'agirait peut-être du salut des peuples. Maintenant, reste à savoir comment Imu l'a utilisé pour détruire Lulusia, car nous avons la preuve formelle que Mother Flame est une énergie, pas une arme, ce qui fait absolument toute la différence. Or, les habitants de Lulusia ont constaté l'apparition du nombre au-dessus de leur île, à une masse ressemblant à un engin. Alors, écoutez-moi bien, Imu aurait utilisé Mother Flame comme énergie pour alimenter une machine de l'ancien royaume qui était très avancée technologiquement. Le Gorosei, Imu, bref, tout le gouvernement n'ayant pas la science et la technologie suffisante pour recréer une source d'énergie pareille, ils ont attendu que Vegapunk fouille dans l'histoire, découvre la force motrice de l'ancien royaume, qu'il tente de la répliquer pour donner naissance à Mother Flame. Par la suite, Mother Flame sera utilisée d'une mauvaise manière pour faire le mal en détruisant un royaume à travers une machine du siècle oublié, alors que Vegapunk, lui, voulait l'utiliser pour changer le monde de la meilleure des manières. Finalement, Mother Flame n'est pas si loin d'une arme antique. Que ce soit Pluton ou Poséidon, on nous a toujours dit que ce qui importait était la façon dont étaient utilisées ces armes. Si elles tombent dans de mauvaises mains, elles ne créeront que le chaos, alors que dans de bonnes mains, elles apporteront la paix. C'est le cas avec Et du coup, pour en revenir à ce qu'il dit, c'est vrai que moi, c'est ça la question auquel il faut se concentrer. C'est que en fait, ils nous ont teasé Mother Flame comme étant l'arme de destruction massive qui a détruit Lulusia, mais en fait, pas du tout. Mother Flame, c'est la flamme mère, donc c'est l'énergie, donc la centrale, on va dire, qui permet justement la destruction de Lulusia. Par contre, il y avait bel et bien une ombre. Donc après, on pourrait dire que Mother Flame, je sais pas, elle réchauffe l'atmosphère, du coup, ça fait des cumulonimbus et du coup ça crée des éclairs tellement puissants. Mais bon, là, on a tout sauf l'impression de voir des éclairs, tu vois. On a vraiment l'impression de voir des rayons laser. Et là, la petite image avec la soucoupe volante, j'étais mort. Franchement, c'est ça, je kifferais de ouf. Donc là, du coup, là, pour la conclusion, je dirais, est-ce que on a en face de nous une arme antique? Donc ça, c'est ce qu'on se disait énormément à l'époque, tu vois. À l'époque, on se disait vraiment, ça ressemble clairement à une arme antique. Et après, petit à petit, on a compris qu'en fait, c'était Mother Flame, une création de Vegapunk et tout. Et c'est ça qu'ils disent, les Tenryubito, quand ils parlent de Mother Flame. Ils parlent de la création de Vegapunk, tu vois. Et même quand ils parlent de l'attaque de Lulusia, ils parlent aussi de la création de Vegapunk. Ils disent, ouais, est-ce que l'arme que Vegapunk nous a concoctée est d'actualité? Donc, j'ai l'impression que c'est pas l'arme antique. C'est peut-être une reproduction de l'arme antique. Ou peut-être que, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait qu'ils puissent réveiller une ancienne technologie. Ça, pour moi, c'est quasiment sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez le robot antique. Le robot antique marche à l'énergie solaire. Si l'énergie de l'ancien royaume, c'est l'énergie solaire, comme le fil là, comme le dieu du soleil, tout ça, comme vous avez capté le rapport et là où je veux en venir, et ben si on utilise cette énergie-là pour réveiller le robot, pourquoi le robot il s'est pas réveillé depuis très longtemps, tu vois? Là, il y a plein de questions qui se posent. Si on est capable de réveiller une arme antique, genre de cette manière-là, pourquoi Vegapunk n'a jamais réussi à réveiller le robot, tout simplement? Donc pour moi, c'est quand même
pas, ça reste une technologie humaine, ça reste la technologie de Vegapunk. Et comme je vous l'ai dit au début, le lien avec Einstein et le fait qu'il ait participé à la création de la bombe atomique et le fait que Vegapunk ait participé à la création d'une arme de destruction massive, je pense que c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est réellement une invention humaine avant d'être... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas une invention du siècle oublié, même si c'est pas impossible. Ça parlait de Uranus pour le Mother Flame. Ouais, c'est vrai qu'à l'ancienne, c'est ça qu'ils se disaient les gens. Ils disaient comme quoi c'était Uranus. Pourquoi? Parce qu'elle vient du ciel, parce que voilà, arme de destruction massive. Il y a pas là de raisons par rapport à ça. Le seul problème, c'est que vu qu'après on avait débunk ça, dans le sens où on avait dit que si c'est Vegapunk qui a créé ça, comment il aurait pu créer quelque chose qui existait il y a 800 ans, tu vois. C'est comme ça qu'on a fait la dissociation entre les deux. Donc c'est possible, mais personnellement, je le vois pas comme ça. Même si c'est pas impossible. Personnellement, je préfère pas le voir comme ça, en tout cas. Pour l'instant. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça a l'air d'être ça. Mais, comme je vous ai dit, les gars, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri que ce soit l'arme antique qu'on ait sous les yeux. En tout cas, ce serait la première arme antique qu'on a vue en action, en tout cas. Mother Flame créant le chaos entre de mauvaises mains alors que destiné à apporter la paix entre de bonnes mains. La mini-aventure d'Ener pourrait d'ailleurs nous avoir mis sur ce chemin lorsque, grâce à son Goro Goro no Mi, il réactiva la cité lunaire Bilka avec une source d'énergie électrique. C'est la preuve ultime que les anciennes civilisations, à la technologie très évoluée, utilisaient une source d'énergie quasiment infinie, leur permettant de se développer, et par extension que Mother Flame est un échantillon de l'énergie de l'ancien royaume d'où venait Joy Boy. C'est bon, après 15 ans à tourner autour de ce sujet, je suis enfin pleinement satisfait de cette théorie sur Mother Flame. Fou! Ça fait chaud au cœur, c'est le cas de le dire. Maintenant, prions que le réacteur reste en place, car sa destruction emporterait inévitablement Egghead. Ça me dérangerait pas tant que ça, ceci dit, c'est l'une de nos théories. Mais tiens, parfaite transition. Si nous parlions... D'ailleurs, ouais. Et du coup, juste avant qu'on passe à la suite, moi, je pense qu'il y a moyen, tu vois. Il y a moyen qu'il se passe des trucs de ouf. Comme la destruction. Par contre, là, il a parlé de Ener et de l'énergie, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que l'énergie solaire utilisée, c'est une technologie différente de l'énergie électrique. Après, c'est pas impossible que ce soit les deux peuples qui utilisent la même énergie, comme nous, par exemple, on a l'énergie nucléaire, mais c'est pour créer de l'électricité, tu vois. Donc, à voir s'il y a vraiment un lien entre les deux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est quand même deux énergies complètement différentes. Après, peut-être que Mother Flame, c'est la source d'énergie, et l'énergie utilisée, c'est l'électricité. Le seul problème, c'est le robot antique. Le robot antique, il n'a pas besoin d'électricité pour marcher, il a besoin de l'énergie du soleil. Et ça, pour moi, c'est important de ouf. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, on a en face de nous deux technologies différentes. D'un côté, on a des choses qui marchent à l'énergie solaire. Je pense que l'énergie... Je sais pas, tu vois, le robot antique, je pense que tu lui mets une décharge, ça l'aurait pas réveillé, tu vois. Peut-être après, peut-être je me trompe. Mais bon, ça aurait été pas compliqué. Je pense que le cerveau le plus intelligent du monde, il aurait quand même pensé à ça. Par contre, quand tu mets de l'énergie solaire à côté, là, on a carrément quelque chose de complètement différent. Donc, à voir. Est-ce que ça veut dire que c'est deux technologies différentes? Je pense que oui. Après, est-ce que ça vient de deux peuples différents? Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à voir et à comprendre. Continuons. Maintenant de la prédiction de Vegapunk. Dans son message, le scientifique explique une chose qui nous fait à nouveau voir l'utilisation de Mother Flame d'une manière différente. Il dit en effet que quelques jours après son enregistrement, si les calculs de ses capteurs sont bons, un tremblement de terre extraordinaire aura lieu dans le monde entier qui aura comme conséquence l'augmentation du niveau de la mer de 1 mètre. Qu'il ait pu pré-shot un événement pareil laisse supposer deux choses. Premier choix, Vegapunk aurait découvert l'utilisation de Mother Flame sur Lulusia, il en aurait ensuite déduit toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui et en aurait fait un message vidéo pour faire comprendre au monde entier que ce n'est pas une catastrophe naturelle mais d'origine humaine, expliquant pourquoi Saturn s'est mis à paniquer juste après. Deuxième choix, Vegapunk n'avait aucune connaissance de ce qui se passait au niveau de Lulusia, Mother Flame et tout le reste, signifiant alors que la hausse des mers et le tremblement de terre exceptionnel ne soient qu'une coïncidence, qu'un hasard avec la disparition de Lulusia. Je pense que tout comme moi, le premier choix vous paraîtra le plus crédible. Il a entendu parler de la catastrophe provoquée par le gouvernement et des répercussions que ça aura dans le monde simplement 6 jours plus tard. Cependant,
si ce n'est pas le cas, ça signifie que pendant sa découverte de l'histoire antique qu'il est en train de nous conter là maintenant, un phénomène similaire a déjà existé et était de nouveau prévu. Comme une prophétie, la fin du monde commencerait au même moment et par pur hasard que l'utilisation de Motherflame par Emu, signifiant qu'un autre élément déclencheur existe et que ce n'est pas celui qu'on croit depuis le début. En gros, que ce n'est pas le Motherflame qui a provoqué ces tremblements. Décidément, quelques bribes du message de Vega. Ouais, mais tu sais que moi, instinctivement, j'ai pas pensé direct au truc le plus logique là, le fait que ce soit Lulusia. C'est vrai qu'en plus, en termes de temporalité, ça correspond, tu vois. Moi, pour moi, directement, je me suis dit, là, il explique dans son message que il y a un espèce de tremblement de terre, si je me trompe pas, qui aurait causé la montée des eaux, et du coup, que pour lui, ce serait pas quelque chose de naturel. C'est pas un tremblement de terre naturel. Moi, pour moi, le fait qu'il l'ait dit de cette manière-là, ça m'a direct fait penser qu'il était... qu'il parlait de quelque chose qu'on connaissait pas. Je me suis pas dit une seule seconde que c'était... Motherflame, je veux dire, ça aurait été Motherflame, c'est-à-dire il est au courant de toute la technologie et tout, il l'aurait dit, tu vois. Enfin, c'est la formulation de sa phrase qui m'a fait penser directement à cette possibilité. Du coup, pour moi, clairement, après, dites-moi vous, ce que vous en pensez, parce que ça se peut que ce soit Lulusia. En tout cas, l'attaque de Lulusia qui a fait monter les eaux. Mais pour moi, c'était 2 mètres. Hein. Pour moi, Ça doit le. être ça, ouais. Ça doit être ça. Wesh, Sam Nino, comment ça va? Bah écoute, bienvenue sur le live, hein, comme t'as pu voir, petite réaction. Bah attends, par contre, moi, ça m'a brain un peu, parce que c'est vrai que l'attaque de Lulusia, ça fait monter le niveau de la mer. Mais si quelqu'un a l'info, les gars, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que le niveau de la mer, quand ils en ont parlé, quand il y a eu l'attaque de Lulusia, donc c'est le chapitre juste après l'attaque de Lulusia, il parlait de la montée des eaux. Je sais plus si c'était 1 mètre ou 2 mètres. Il me semble que c'était 2 mètres. Mais peut-être, je sais pas, peut-être que je me suis trompé et que je me suis dit ça, je me suis dit ça dans ma tête. Mais en tout cas, je pense sincèrement, moi, qu'il y a une autre explication. Pour moi, Vegapunk, il cache quelque chose. Vegapunk, il veut pas tout nous dire. Je sais pas, comme je vous ai dit, la formulation de la phrase est trop bizarre. Il dit ouais pour moi, donc j'ai calculé un truc et tout, donc j'en déduis que il y aura une montée des eaux et je pense que ce sera pas quelque chose de naturel. S'il fait ça, il m'aurait dit, tu vois. 1 mètre, c'est bel et bien marqué 1 mètre. Du coup, je sais pas, donc ça veut dire que c'est carrément possible. Ça veut dire que c'est carrément possible. Mais je sais pas, j'hésite entre les deux quand même. Wesh, putain, ça fait longtemps. Wesh, Sabinho, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, la vidéo, elle est sortie aujourd'hui, les gars. Tiens, j'en profite pour une petite auto-promo, les gars. N'hésitez pas à aller checker là sur YouTube. On a fait une petite dégustation. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'étais mort. J'ai explosé. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder. Là, on a fait un petit. Enfin, c'est pas un nouveau concept parce qu'on l'a fait. C'est la 3e fois qu'on fait une dégustation. Mais là, c'était marrant de ouf. Du coup, on a fait un bon petit bail et tout. Franchement, j'ai kiffé. Même la miniature, elle est marrante et tout. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Donc on continue, mais en tout cas, je me pose encore la question de savoir si ça me reste dans la tête. Tu vois, est-ce que Vegapunk il parle de l'attaque de Lulusia, mais pourquoi ne pas l'avoir dit explicitement, ou est-ce qu'il parle de quelque chose qu'on connaît pas, tu vois? Vegapunk, une petite révélation du Motherflame et toute notre vision de One Piece Désastreux. doit être chamboulée. Un peu désastreux. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Désastreux, mais c'était cool. Quelle œuvre de fou. Je pense qu'on en fera plus Le des vidéos message de comme ça. Vegapunk continue, évidemment, rendant absolument fou le Gorosei qui s'agite dans tous les sens pour trouver l'émetteur en vain. Pendant ce temps, Luffy réactive son Gear 5 et tente de combattre Mercure, là aussi en vain, mais les facéties du dieu soleil ont au moins le mérite de faire rire Doribrogi malgré la situation critique dans laquelle il se trouve. Ce qui est encore plus drôle, c'est que les paroles de Vegapunk sont parfaitement dans le thème du sujet mis en avant par Oda. Ils sont synchronisés. Oui, quand il dit avoir volé trop près du soleil, pim, on y retrouve Motherflame, douce ironie s'il s'agit vraiment d'un soleil artificiel. Ou encore quand il parle d'un siècle vide et effacé de l'histoire, hop, c'est Imu et les Tenryubito qui apparaissent. C'est logique, ils sont censés en être à l'origine. Alors quand Vegapunk se met à parler de Joy Boy, il est évident que seul Luffy peut apparaître faisant le pitre dans sa forme de Nika. Nous y sommes. Vous l'aurez compris, le point le plus important de ce chapitre réside dans les révélations autour de Joy Boy, cette entité mystérieuse mentionnée pour la première fois par Robin sur l'île des Hommes Poissons. Nous apprenons enfin la vérité le concernant, il semble venir de l'ancien royaume et posséder le fruit du démon de Nika, le dieu soleil, tout en incarnant
C'est ouf, mais petite félicitation à Oda qui nous a fait quand même une masterclass. Le découpage du chapitre est effectivement ultra bien fait, avec une compréhension lisible et tout. Ça se voit, tu vois, ça se voit qu'il a l'habitude de le faire, tu vois. Il sait que c'est un shonen et que ça doit être vu par des enfants et tout, tu vois. Donc il fait en sorte de faire d'être ultra compréhensible pour justement que ça fasse le taf. Ensuite, on a parlé de Joy Boy et moi j'aimerais savoir les gars, est-ce que vous pensez pas à Joy Boy mais plutôt de Nika? Est-ce que vous pensez, il y a deux trucs, il y a deux questions. Déjà, est-ce que Nika, pour vous, c'est une fable comme ça a été dit, ou est-ce que c'est un mythe qui a été transformé, enfin, plutôt la réalité qui a été transformée en mythe parce que justement au fur des années on a perdu, tu vois déjà qu'on sait même pas ce qui s'est passé à 800 ans, donc la fable d'Elba ça se peut que c'est passé je sais pas moi 1500, 2000 ans, donc d'après vous est-ce que Nika existe ou est-ce que Nika est une fable et que c'est pas vrai du tout, donc à voir, en tout cas moi ça me questionne et j'ai l'impression que moi pour moi sincèrement je pense que Nika il existe, hein. Moi je vois pas Nika ne pas exister, genre. Je vois pas Nika être juste une fable. En plus, comme je vous l'ai dit, pour moi, tous les fruits du démon, ils naissent de quelque chose de réel, de tangible, tu vois. Même si c'est des fois des rêves, des trucs et tout, c'est des trucs qui existent, tu vois. Je veux dire, le feu, l'électricité, les animaux, tout ce que vous voulez, tu vois, c'est des choses qui existent. Donc après, à voir, je sais pas du tout. Le premier pirate de l'histoire. C'est une sensation très bizarre, puisque vous qui suivez mes théories et celles du reste de la communauté depuis des mois ou des années, vous n'y trouverez peut-être aucune surprise dans cette révélation. Qu'il possédait les mêmes pouvoirs que Nika était totalement prévisible, qu'il vienne de ce qui semble être l'ancien royaume également, c'était théorisé, et le fait qu'il soit pirate n'est pas franchement inattendu. Pourtant, wow, les gars, ça y est. On est assez avancé dans One Piece, assez proche de la fin, pour qu'une partie de l'histoire de Joy Boy nous soit révélée. Rendez-vous compte, on aura appris où Joy Boy est né avant même d'apprendre où Luffy lui-même a vu le jour. C'est à se péter le crâne. Mais c'est énorme, c'est exceptionnel même. Impossible de résister à la hype, car même si tout n'est pas une surprise, la confirmation de nos soupçons permet désormais de voir One Piece d'une façon totalement différente. C'est pourquoi je vais tâcher de vous expliquer toute l'histoire de Joy Boy. Pourquoi il est devenu pirate, ses compagnons, ses adversaires, son fruit du démon, l'ancien royaume. Tout, vous m'entendez? Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est le moment de le faire car la partie qui va suivre va aspirer. N'hésitez pas à liker, à soutenir les gars. De Nous on a son déjà enfance liké la à vidéo, son donc aventure vous de maintenant ça va pirate tout. jusqu'à sa Envoyez un mort, petit la like vie les de Joy frères. Boy, c'est maintenant. Joy Boy est né il y a 900 ans. La précision de cette date Wesh. a toute son importance et vous comprendrez Le pourquoi bot il avait plus loin. quoi? Joy On est Boy est né ensemble dans un frérot. royaume très avancé Le bot il m'a technologiquement. entendu, je suis mort. S'agit-il de l'ancien royaume détruit par le gouvernement mondial? C'est possible à 99%. Il faut tout de même laisser une marge d'erreur car à tout moment on apprend qu'un autre royaume avait la même avancée technologique, même si j'en doute. Bien qu'il ait grandi en côtoyant une technologie similaire à celle de Egghead, si on en croit Vegapunk, il peut encore être un Luffy, un petit sauvageon qui était totalement décalé de la société et qui vivait modestement en reclus des autres. Quoi qu'il en soit, c'est durant sa jeunesse qu'il a dû faire la connaissance du géant de fer aujourd'hui présent sur Egghead, une entité avec laquelle il deviendra très proche puisqu'à la fin du chapitre 1111, ce dernier s'excuse auprès de Joy Boy, prouvant qu'un lien et une promesse les unissaient. Joy Boy avait un désir de liberté qu'il ne savait pas encore comment combler. Il rêvait de faire ce qu'il voulait et peut-être d'un rêve encore plus grand qui sera similaire à celui que Luffy nous cache comme révélé au chapitre 1060. Quoi qu'il en soit, ce rêve, ce désir du jeune Joy Boy est à l'origine d'une chose. Une chose qui changera sa vie mais aussi le destin du monde, le Gomu no Mi. Sa véritable identité est le Ito no Mi modèle Nika, le Zoan mythique du dieu soleil du même nom. Vegapunk a révélé dans son message que Joy Boy se battait comme cette divinité d'Elbaf. Cette annonce nous fait alors comprendre que, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes théories concernant Joy Boy et Nika, Joy Boy s'est inspiré de Nika et que le dieu du soleil était lui encore plus ancien et antique. Plus précisément, Nika viendrait à l'origine d'une histoire, d'un conte populaire de certaines tribus, celle d'Elbaf en l'occurrence, mais ça, on en reparlera plus tard. Comme les histoires de Bragmen. Du coup, lui aussi, il pense que Nika n'existe pas. Mais moi, je suis sûr et certain qu'il existe, les gars. On a dit que c'était un dieu, et vous savez comment les dieux ils sont représentés dans One Piece, tu vois. Je veux dire, même les Tenryubito se prennent pour des dieux. Je veux dire, même Bouddha qui est censé être un dieu, même dans les Japonais, en fait, toutes les créatures mythiques et tout, c'est censé être des divinités, tu vois. Ils les considèrent comme des dieux. Les kami, tout ça. Genre Kaido, tout ça. Et pourtant, ils existent vraiment. Donc pour moi, je pense que tout ça, c'était réel. Je pense que c'était réel et que ça existait à une époque. Et c'est juste, on a perdu cette époque de vue. Du coup, on croit que c'est des mythes, tu vois.
le conte de Mont Blanc-Norland ou les aventures du Garma Double Six, l'épopée du dieu soleil Nika était une histoire connue par tous à l'époque et captivée par les pouvoirs de ce guerrier. Et justement, là, ce qu'il vient de dire, ça confirme ce que je dis, parce que justement, toutes les histoires, vraiment toutes les histoires qui sont dans One Piece, sont tous tirées d'histoires vraies, tu vois. Quand on voit Norland, il a vraiment existé. Quand on voit le Germa Double Six, il a existé. Quand on voit tous les autres, là, tout a déjà existé, tu vois, et a été transformé. Et je pense que c'est ça, Oda, qui veut nous faire transmettre. Surtout Fable, tu vois, le fait que ce soit une fable, il nous met déjà le doute sur le fait que Nika existait peut-être pas, mais en fait, moi, pour moi, comme je vous ai dit, les gars, je suis pas sûr de moi, mais... Enfin, je suis sûr, mais si je me trompe, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Libérateur, Joy Boy voulut devenir comme lui. C'est comme ça que le Gomu Gomu no Mi est né. Les fruits du démon sont la concrétisation d'un désir d'évolution. Ils permettent à celui qui les a mangés de vivre dans une dimension imaginée par l'esprit humain. C'est la théorie de Vegapunk sur la création et l'existence des fruits du démon. Et c'est de cette façon que serait né le Gomu Gomu no Mi. Tout comme Bonnie, qui par exemple voulait prendre l'apparence de Nika ou d'un géant grâce à ses pouvoirs d'imagination, Joy Boy lui voulait littéralement devenir Nika. Ce désir d'évolution mais aussi de liberté le mena à créer, d'une façon ou d'une autre, le fruit que Luffy possède aujourd'hui. Joy Boy n'est pas Nika, Joy Boy est devenu Nika, tout comme Luffy. La différence est que Joy Boy est le premier créateur de ce fruit du démon, le fruit du démon de ses désirs de liberté et d'aventure. Alors très bien, maintenant que nous avons l'origine de ses pouvoirs et de son rêve, qui était vraiment Joy Boy enfant dans l'Ancien Royaume? Toutes les hypothèses. Moi, créateur, là, le délire, c'est que c'est pas mal, tu vois. C'est vrai que c'est pas mal de le penser, de le voir comme ça. C'est carrément pas impossible. Après, personnellement, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fruits du démon, comme on l'a dit, il y a le mot démon dedans. Et Joy Boy, pour moi, ça peut pas être... Enfin, je sais pas. Je sais pas, je le vois mal à l'origine des fruits du démon, tu vois. Et pareil pour, je vois plus Imsama. Tu sais, on se rappelle, tu vois, par exemple, Imsama. Il y a une théorie sur le fait que Imsama, il y a l'arbre divin, l'arbre d'Ève à Marie-Joie, et qu'il y a le fruit défendu qui est représenté par les fruits du démon. Et qu'elle est le gardien, entre guillemets, de cet arbre. Donc si c'est vrai, Marie-Joie, c'est depuis. Imu est là depuis 800 ans, tu vois. Donc depuis 800 ans, elle est le gardien de cet arbre, tu vois. Elle l'a pas eu en cours de route. C'est-à-dire que depuis 800 ans, ça existe, tu vois. Après, est-ce que ça a été créé il y a 800 ans? C'est pas impossible. Mais pour moi, ça a plus été créé par des démons que par des... Enfin, que, ouais, que par Joy Boy, en tout cas. Je sais pas si c'est un dieu, ça m'étonnerait, mais par des dieux, en tout cas. Et le délire, c'est que si jamais on a vraiment la confirmation que Joy Boy, c'est le créateur des fruits du démon, ça voudrait tout simplement dire que, comme on l'a déjà dit sur la chaîne, les Tenryubito et Joy Boy viennent tous deux de... Enfin, le siècle oublié, tout ça là, tous les G, tout ça là, et ben c'est la même race et qui viennent du même endroit. Et qu'en fait, bah tout... C'est une querelle, je dirais pas une querelle. T'imagines une querelle de voisins qui s'est transformée en... Tu sais, quand ton voisin il se garde devant chez toi, t'es dégoûté. Et t'es devant ton portail, là, tu veux sortir, tu veux pas. Et ben c'est parti de là, Joy Boy et Imsama. Et depuis ce jour-là, ils peuvent plus se saquer et ça en a découlé sur le siècle oublié. Imagine. Mais non, mais tout ça pour dire que, potentiellement, mais en fait là, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me fait dire que je pense pas que ce soit ça. Et là, je vais faire confiance à mon instinct. Après, comme je vous ai dit, les gars, je me suis déjà trompé des fois. Je m'en bats les steaks. Hein. Si je me trompe, je me trompe. Mais en tout cas, là, je préfère croire le contraire. Je préfère croire que même si pour moi, les Tenryubito et les Ji, l'Ancien Royaume, tout ça, sont liés d'une manière ou d'une autre, pour moi, les fruits du démon n'ont pas été créés par l'Ancien Royaume. Je sais pas, l'Ancien Royaume avait une technologie avancée, mais ils avaient... Je sais pas, ils avaient envie, je sais pas, de faire des choses bien, entre guillemets. Et je les vois mal créer des choses qui peuvent donner des pouvoirs et en même temps retirer le pouvoir de nager, tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment lié au côté néfaste, tu vois, des Tenryubito. Le fait que que tu gagnes un pouvoir, mais tu perds un petit peu. Et ça ressemble pas à la manière dont les Ji... créer des technologies, etc. Mais pour dire quelque chose qui va pas dans mon sens et qui est contraire à ce que je pense, le fait que Vegapunk ait énormément d'informations sur les fruits du démon, ça
ça pourrait venir du siècle oublié et du côté dit. Vu qu'on sait qu'il a étudié les poneglyphes, qu'il a étudié énormément de choses sur le siècle oublié, je pense sincèrement qu'il y a moyen qu'il y ait des informations sur les fruits du démon qu'il a réussi à avoir grâce à ses connaissances sur le siècle oublié. Par contre, pour dire un truc qui contredit le truc qui contredit, et ben ça peut être plutôt quelque chose qui a été donné, en tout cas des technologies, je dirais pas de technologie, mais en tout cas du savoir qui a été donné par les Tenryubito. On sait que Saturne, c'est un scientifique lui aussi, on sait qu'il connaît pas mal de trucs, infusion de fruits, blablabla, tout ça. Donc ça se peut que ce soit les Tenryubito qui lui ont donné à Vegapunk ce savoir. Donc voilà, c'était juste pour contredire un petit peu et vous donner deux versions des faits. Comme quoi, en vrai, on n'a pas de certitude, on a juste des questions. Tu vois. Donc personnellement, je préfère croire le fait que ce soit pas les Dji qui aient créé ça. Pour moi, fruit du démon, démon. Est-ce que les Dji, ça veut dire démon? Peut-être, hein, mais je serais dégoûté, mais peut-être. Hein. Peut-être que tous les Dji, c'est des démons, et peut-être que Luffy, c'est un démon lui aussi. Hein. Et qu'en fait, c'est le grand méchant de l'histoire. Hein. T'imagines? Le truc qui part en cacahuète. Alors, Totobar qui nous dit... Attends, juste avant, il dit Joy Boy a dû merder à un moment. Moi, je pense aussi qu'il a merdé, mais dans le sens où... Moi, j'ai l'impression qu'il s'est fait trahir. Ça se voit trop. Regarde, par exemple, Zunesha, elle a commis un péché. En plus de ça, ils ont fermé Wano. Comment il s'appelle le robot antique, il s'est excusé. Donc, j'ai l'impression, lui, il a été trahi. Je pense que c'était quelqu'un d'ultra noble, un peu comme Luffy, qui était vraiment droit, mais vraiment très droit. Et le délire, c'est qu'il a été trahi par des gens, mais... je sais pas, peut-être pour sauver, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose qu'il a vraiment voulu, ou... ouais, qu'il a voulu tout simplement. Et ensuite, Totobar il nous dit, au fait, j'ai trouvé ça. 108 est le nombre des péchés dans le bouddhisme tibétain. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça, je sais plus quand. Ainsi que le nombre des tentations terrestres dans la religion shintoïsme, donc côté japonais. Et je pense que ouais, hein, parce qu'après on avait dit, enfin, Goji avait dit que c'était en rapport avec les divinités, etc., etc., le fait que ce soit un bon chiffre, mais ça peut aussi représenter un mauvais chiffre, tu vois. Enfin, quelque chose de mauvais. En tout cas, c'est la réalité. Mother Flame, c'est quelque chose de mauvais. Donc on continue, mais je vous donnerai des infos après, parce que je réfléchis là. Sont permises. Il peut très bien être le fils d'un roi, comme le fils d'un simple habitant. C'est l'aspect de l'histoire de Joy Boy la plus vague à l'heure qu'il est. Et pour l'instant, nous avions besoin de savoir pourquoi Joy Boy est devenu pirate. C'est en partie chose faite, mais nous allons rentrer dans le vif de ce sujet dès maintenant. C'est Vegapunk qui nous fait cette révélation. Joy Boy est le premier homme à prendre la mer. Il est par conséquent le premier pirate de l'histoire. Et là, je ne sais pas par quoi commencer tant il y a de choses à dire. Alors si je vous disais que Joy Boy était un boucanier et que ce chapitre pourrait nous le confirmer. Rappelez-vous dans la review du chapitre 1095, après avoir découvert que Kuma faisait partie de cette fameuse race très spéciale liée au culte de Nika, je vous avais théorisé comme quoi le Joy Boy, si mystérieux du siècle oublié, serait lui aussi un boucanier. L'un des principaux indices serait sa taille. En effet, si le chapeau géant de Marie-Joise est véritablement celui de Joy Boy, pour garder toujours ce parallèle avec le Joy Boy d'aujourd'hui, Luffy donc, alors celui d'il y a 800 ou 900 ans devait être sacrément grand. Les boucaniers ayant du sang de géant en eux et donc une taille bien supérieure à la normale, tout en adorant Nika le dieu soleil, il était plutôt simple d'imaginer que Joy Boy faisait aussi partie de ce clan. Ok, mais je suis passé à côté d'un indice, un gros indice qui se révèle terriblement aujourd'hui. En effet, je vous avais expliqué qu'Oda n'avait à proprement parler aucune raison de nommer une race dans One Piece en boucanier, si ce n'est pour faire référence aux pirates, chasseurs et aventuriers des Caraïbes, qui sont nommés les boucaniers du coup. Car oui, les boucaniers étaient des pirates. Que l'on apprenne aujourd'hui que Joy Boy est le premier des pirates alors que je le suspectais d'être un membre de cette tribu ne fait que conforter ma théorie. De plus, les boucaniers sont connus pour avoir décidé de fuir le monde, de fuir la société, afin d'adopter un mode de vie plus libre, plus naturel. Et c'est exactement ce qu'a fait Joy Boy. Et ça, ce n'est pas une théorie. En effet, la précision que Joy Boy soit le premier pirate est très importante et change même tout ce qu'on imagine du siècle oublié. Qu'il soit boucanier est donc une chose, mais qu'il devienne pirate en est une autre, car il a décidé de se rebeller contre le système. Les pirates dans One Piece sont à la recherche de quoi? Gloire, fortune et pouvoir. Or, Luffy, lui, est à la recherche de liberté. Joy Boy était exactement le même que Luffy, le même que Oden. Il vivait trop à l'étroit et avait le besoin de voyager, le besoin d'aventure, le besoin de découvrir le monde qui s'étendait à l'horizon. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que vous allez comprendre comment cette confirmation de Joy Boy premier pirate change tout.
Le premier pirate date d'il y a 900 ans, c'est-à-dire que la fin de la liberté commence aussi à ce moment-là. Les pirates sont contre le système, contre la loi, contre l'ordre. Que Joy Boy soit considéré comme un pirate alors qu'il n'était qu'à la recherche de liberté prouve que cette même liberté était proscrite il y a 900 ans. Le monde dans lequel il grandissait l'opprimait. Si Vegapunk dit vrai, il vient juste de nous confirmer que le monde est véritablement tombé dans un chaos, privant les peuples de liberté au moment même où Joy Boy est né il y a 900 ans. Ah, exactement au début du siècle oublié, ça tombe bien. Cela signifie purement et simplement que Joy Boy ne vivait pas dans un monde idéal, au contraire. C'était un monde qui considérait quelqu'un en besoin de liberté comme un hors-la-loi, comme un pirate. Comme Luffy qui actuellement est considéré comme un hors-la-loi, comme un truand, un bandit, alors que finalement il ne cherche que de la liberté, il ne fait de mal à personne et au contraire cherche à aider les gens. Joy Boy était pareil. Les idéaux de l'ancien royaume et même ceux des 20 autres royaumes qui l'ont détruit n'étaient peut-être pas si bons que ça. Joy Boy a voulu changer son monde. Le gouvernement d'aujourd'hui a-t-il voulu effacer 100 années d'histoire du monde ou 100 années d'histoire de Joy Boy, le premier roi des pirates, le plus riche, le plus puissant et le plus libre des aventuriers des mers? Eh bien écoutez, tant pis si le gouvernement ne veut rien nous dire, moi je vais tenter de retracer une partie de l'histoire du grand Joy Boy avec le peu d'indices qu'on a, son équipage, ses alliés, ses adversaires, ses voyages et son trésor. Voyons ça maintenant. Comme tout bon pirate qui se respecte, Joy Boy devait avoir un équipage. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on ne prendra pas trop de risques à imaginer que le Joy Boy d'avant ait eu la même vie que le Joy Boy de maintenant, donc Luffy. Ainsi, l'équipage de l'ancien Joy Boy devait en quelque sorte ressembler à celui de Luffy avec un épéiste, un musicien, un cuistot, etc. Cette partie sera un peu spéciale car nous allons en faire une vraie grosse vidéo théorie avec Nina sur sa chaîne la semaine prochaine, donc allez vous y abonner, ça va être du très lourd. D'ailleurs, moi...